Et bienvenue donc à ce dialogue média. Je suis Christophe Massamba, je suis responsable de projet humanitaire pour Internews au Mali. Et Internews organise ce dialogue média dans le cadre aussi donc du sous-groupe média du groupe Interagence sur la communication des risques et de l'engagement communautaire de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Donc, dans des dialogues médias précédents, nos spécialistes médias de la santé ont discuté, partagé des recommandations, des conseils pratiques pour couvrir et faire des reportages sur la COVID-19. Mais la science évolue rapidement et il y a des nouveaux variants qui apparaissent. La fatigue et les réticences autour de la pandémie se renforcent. Et les rumeurs, la désinformation donc, autour donc, de la pandémie se multiplient et continuent à se propager. Donc, dans ce contexte-là, quelles stratégies les médias peuvent-ils déployer pour répondre aux craintes des populations? Comment aborder les thèmes de la vaccination dans des contextes difficiles avec de multiples crises humanitaires et sanitaires? Quelles actions peuvent être renforcées pour appuyer donc, les réponses humanitaires et sanitaires? Et quels efforts ont déjà été mis en œuvre? Donc, pour discuter un peu de tout ça, nous allons aborder ces sujets donc avec des médecins spécialistes de la communication, de la santé, médecins spécialistes de la vaccination et des journalistes pour mieux comprendre donc les enjeux de la vaccination. Comprendre comment on peut produire des histoires intéressantes, des reportages intéressants sur la vaccination et engager et maintenir le dialogue donc, avec les communautés. Donc, avant de présenter nos invités et de leur donner la parole, je voudrais rappeler que vous pouvez écrire vos questions dans le chat. Donc, nous avons des collègues qui vont noter vos questions et on va pouvoir poser vos questions aux différents intervenants au fur et à mesure. Donc, les questions reçues en avance aussi seront posées aux partenaires, aux panélistes, pardon. Les présentations seront partagées après le dialogue média, donc à l'ensemble des participants et participantes. Et sachez aussi que le dialogue donc, média est enregistré et que le lien de la vidéo vous sera partagé par la suite. Je souhaiterais aussi présenter Pascaline Feida, qui est chargée de l'engagement des communautés et de la redevabilité et spécialiste des médias, donc pour Internews en RDC au Congo, qui m'accompagne aujourd'hui et qui va être co-modératrice donc, de ce dialogue média. Merci Pascaline. Sans plus attendre, je vais te passer la parole pour présenter notre premier invité, le docteur Stéphane Hans Bateyi Mustafa, qui va revenir sur la situation épidémiologique dans la sous-région et nous présenter un peu l'état des lieux de la vaccination dans la sous-région et en RDC. Pascaline? Oui, on t'entend. C'est bon déjà? Oui, on t'entend, Pascaline, tu peux y aller. Oh, je disais tantôt que le premier intervenant, notre premier invité, c'est Dr Stéphane Hans Bateyi Mustafa. Il est médecin, chercheur et enseignant, expert en vaccinologie appliquée, expert en santé environnementale. Il est expert en épidémiologie des terrains, expert en économie de santé, expert en communication pour le développement. Il coordonne le programme élargi de vaccination Nord-Kivu en RDC. En plus, il est coordonnateur de la commission vaccination contre Ebola et COVID en RDC, basée en province du Nord-Kivu. Bienvenue, Hans. Merci beaucoup, madame. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend, Dr Hans. Vous pouvez y aller. Merci beaucoup pour cette invitation. Je vous remercie infiniment puisque ça fait une vingtaine d'années que nous travaillons dans la vaccination en province, en consultance à l'extérieur du pays. Mais cette vaccination contre COVID-19, c'est
C'est vraiment une étude, une école. On est en train d'apprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de défis à relever. Et j'étais le plus heureux quand on m'a parlé qu'on va parler de problématiques sur la vaccination. Je suis en même temps candidat à PhD. Je travaille dans ce même domaine. Je crois qu'aussitôt je vais soutenir, je partagerai avec vous mes publications. Je pense que ça suffit comme élément. Nous pouvons passer au dia suivant. Diapositive. Alors, nous allons vous parler de la prévention et la situation épidémiologique dans le monde et en Afrique centrale, autour de la RDC, nos voisins. Nous allons parler un peu des infodémies, de la vaccination contre Covid en Afrique, beaucoup plus dans la région des Grands Lacs et en RDC, ainsi que de la vaccination dans ma province que je gère, dont nous sommes en deuxième position en termes de la morbimortalité après Kinshasa. Il y aura les challenges et puis nous allons terminer par les conclusions. Diapo. Diapo. Alors, ce qu'il faut savoir, nous avons trois niveaux de prévention que nous sommes en train de suivre ensemble, notamment les gestes barrières et la vaccination, qui aujourd'hui donnent des résultats en termes d'impact sur cette maladie. Nous avons également les traitements symptomatiques. Ce que vous devez savoir, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore de molécules qui sont déjà homologuées pour soigner COVID-19. On ne peut que soigner d'une manière symptomatique. Mais aussi, la prise en charge rapide à l'hôpital, quand quelqu'un présente des signes, permet rapidement d'atténuer l'aggravation. Notamment, tout est concentré autour de l'oxygénothérapie. Diapo. Diapo. Alors, ce qu'il faut savoir, aujourd'hui, il est évident que nous puissions avoir déjà des interventions en ce qui concerne les réservoirs de la maladie, notamment les COVID-19. Vous savez, aujourd'hui, avec la désinfection, on est en mesure de juguler la maladie. En ce qui concerne l'agent infectieux, jusque-là, on n'a pas un médicament. En ce qui concerne la transmission de la maladie, on a des mesures barrières, on a la distanciation physique qu'on applique. À ce qui concerne le porte d'entrée, c'est toujours ces mesures barrières qui peuvent nous aider à juguler la maladie. Et en ce qui concerne le hôte, la personne qui fait la maladie, effectivement, ça sera tard quand on est déjà malade, mais pour la prévention, nous avons déjà le vaccin. Et le vaccin est en train de faire ses preuves puisqu'on est en train de limiter la propagation de la maladie. Diapo. Alors, de par la situation épidémiologique du monde, aujourd'hui, si nous avons à la semaine épidémiologique 13, sur le plan mondial, nous avons autour de 507 millions de cas, 507 millions de cas qui ont fait Covid, avec autour de 6 millions de décès et 460 000 guéris et 41 millions de cas actifs. Et quand nous voyons les taux de létalité, on est à 1,2. Quand nous prenons les 5 tops mondiaux, effectivement, les États-Unis viennent en tête avec plus de 22 553 000 cas, et suivi de l'Inde, suivi du Brésil, suivi de France, et l'Allemagne vient en 5e position dans le top mondial. Et quand nous voyons en Afrique, effectivement, l'Afrique du Sud vient en tête avec plus de 3 750 000 cas. Et là, je vais vous dire que le taux de létalité est très élevé. Ils sont à 2,6% par rapport aux décès. Ils ont déjà enregistré autour de 100 000 décès. Ce n'est pas peu. Nous avons autour de la RDC des pays qui nous entourent où nous avons des liens commerciaux, des liens historiques, notamment le Kenya, qui est à 323 646 cas, et nous avons autour de 5 649 décès, suivi de l'Ouganda. L'Ouganda, qui est notre voisin à l'est, il est à 164 069 cas, suivi de Rwanda, qui est 129 000 cas, et la RDC, nous sommes à 87 000 cas, et avec une létalité de 1,5%. C'est important puisque vous devrez savoir que la RDC au centre de l'Afrique centrale ou l'Afrique subsaharienne
occupe une place géostratégique. Et quand vous voyez nos voisins par rapport à nos chiffres, il y a beaucoup d'efforts que nous avons faits en termes de mesures barrières, mais on a encore des défis majeurs en termes de la vaccination. Diapo. Slide. Slide. Ici, c'est la situation épidémiologique de COVID-19 en RDC. Donc, vous voyez comment nous sommes débordés de par nos structures sanitaires. On a vraiment beaucoup de problèmes par rapport à la prise en charge. Slide. Ça, c'est la situation encore de la RDC d'une manière générale. Et ici, vous voyez par rapport au bloc afro, nous occupons pratiquement 17e pays le plus touché dans les zones afro. Et nous sommes à cette 21e pays le plus affecté par la létalité à 1,9% dans le bloc afro. Et quand nous voyons les données de la province, nous sommes à deuxième position après Kinshasa. Donc, les Nord-Kivu, en termes de morbimortalité, nous sommes vraiment en deuxième position après notre capitale, Kinshasa. Ça, c'est les courbes en bas, ça montre les 3 dernières vagues qu'on a connues, mais pour le moment, nous avons connu 4 vagues. Diapo. Au Nord-Kivu, vous allez essayer un peu d'être un peu plus rapide, puisqu'on a choisi les slides que j'avais déjà modifiés. Donc, on a beaucoup de slides, il faut être un peu plus rapide. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Nord-Kivu, on peut donner les slides, passer les slides. Au Nord-Kivu, comme je venais de le dire, nous sommes autour de 10 000 cas de COVID-19 avec 587 décès. Donc, on est à 3% des cas qui sont encore actifs. Slide. Ça, c'est effectivement le pyramide d'âge. Donc, COVID-19 ne prend pas seulement les personnes âgées, les personnes qui ont la comorbidité. Ça prend également les personnes à partir de 5 ans. On a des cas aussi de COVID-19 et la vaccination a assoupli les mesures. Nous vaccinons également à partir de 12 ans sur consentement les personnes ou les enfants quand ils viennent avec leurs parents. Slide. Slide. Ça, c'est la situation des 4 vagues que le Nord-Kivu a connues. Vous allez voir, il y a eu des cas et la létalité ne faisait qu'aller à des crescendo suite à des mesures barrières, suite à des gens qui se présentent dans les hôpitaux à temps. Ça montre que la létalité va en diminuant avec le cas. Pour ces 4e vague, on a eu beaucoup de cas, effectivement, mais la létalité était faible. Slide. Ça, c'est l'étape de développement du vaccin. On va un peu aller plus vite. Dans le développement du vaccin, c'est vrai, le vaccin contre COVID-19, c'est un vaccin que beaucoup ont vu l'épidémie, la pandémie commencer en 2019, juste quand les cas ont commencé en Wuhan, dans 3 mois, l'épidémie a pris l'ampleur de la pandémie. Et vite, une année après, on a vu le vaccin refait surface. Beaucoup de gens se sont posés beaucoup de questions. Mais évidemment, ce qu'il faut savoir, que nous avons connu des épidémies de SRAS il y a de cela des années. Donc, je me rappelle, en 2003, il y a eu l'épidémie de SRAS en Chine et au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite. J'étais moi-même étudiant en Chine. En 2012, j'avais vécu le syndrome qu'on appelait syndrome respiratoire aigu sévère causé par les COVID. À ce moment-là, les Chinois et les autres pays en Asie avaient déjà commencé les études sur le vaccin. À ce moment-là, quand cette pandémie a refait surface en 2019, il y avait déjà des avancées en termes de recherche sur le vaccin. Et quand ils ont partagé effectivement ces avancées avec d'autres laboratoires, P3, P4, il y a eu vraiment des avancées spectaculaires pour avoir le vaccin le plus tôt possible. Et c'est comme ça que vous avez vu, on a eu des vaccins dans moins de temps. Et aussi, il faut savoir que la nouvelle technologie, aujourd'hui, la biogénétique, la génie génétique a fait qu'il y a eu beaucoup d'avancées en termes de production de protéines synthétiques, ce qui a permis qu'on ait les vaccins le plus tôt possible.
sachant qu'il y a eu des étapes, notamment sur les études précliniques qui avaient déjà avancé dans ces pays-là. Il y a eu des étapes cliniques et on est arrivé avec l'OMS, le fait que cette pandémie prenait l'ampleur, il fallait donner l'autorisation d'urgence d'utilisation du vaccin. Voilà ce que je pouvais dire par rapport au développement du vaccin. Si on peut rouler vite ces slides, je crois que pour le vaccin, ça suffit. Allez-y encore. Encore les slides. Slide, s'il vous plaît. Allez un peu. OK. Il y a cet aspect des infodémies aussi. Les problèmes de COVID-19, c'est qu'il est arrivé à l'ère du digital, où la nouvelle technologie de l'information était vraiment au point, à tel point que quelqu'un peut se retrouver dans un coin, il fait des infodémies et il les véhicule, et ça peut désorienter les gens, et ça a créé beaucoup de désinformation. Et vous allez comprendre que nous étions pris au dos avec cette pandémie, donc il fallait que les pays mobilisent des ressources pour renforcer, par exemple, la communication. Malheureusement, c'est là où nous avons eu beaucoup de soucis et cela a amené les gens à une hésitation à la vaccination. Slide. Et justement, docteur Hans, je rebondis un peu sur, et puis on est un peu pris par le temps, je rebondis un peu sur votre présentation, sur ce que vous venez de dire en termes de défis majeurs à la vaccination. Et j'ai une question d'un journaliste dans le chat, M. Makassi, qui est à Goma, qui nous demande justement comment expliquer la perte de confiance dans la vaccination. Pourquoi aujourd'hui le taux de vaccination est encore faible? On n'en a pas encore atteint, on est très loin d'atteindre la moitié de la population. Donc, quels sont les blocages ou les points de résistance à la vaccination contre la COVID-19 d'après votre expérience sur le terrain et à partir de ce que vous venez de nous expliquer? C'est une très belle question. Effectivement, au Nord Kivu, même dans le pays, nous avons commencé la vaccination en 2021. Donc, on a commencé à Kinshasa le 19 mai, le 19 avril, et au Nord Kivu, nous avons commencé le 5 mai. Dans l'ensemble de la province, nous devons vacciner autour de 449 000 habitants pour cette première partie de la vaccination. Nous avons commencé que dans 10 zones de santé sur les 34, donc on n'a pas commencé dans l'ensemble de la province. On a pris seulement les 3 grandes villes où la morbimortalité était très élevée et nous avons commencé la vaccination sans précéder par la communication. Vous savez très bien, il fallait informer la population, il fallait faire l'engagement communautaire de la population puisqu'il s'agit d'une communication de risque. Au moment où la population recevait des fausses informations, il fallait que nous puissions anticiper en le sensibilisant, en répondant aux questions, mais allez-y comprendre, il n'y a pas eu suffisamment de moyens pour permettre à la communication d'atteindre toute la population. Ça, c'est une des raisons qui a fait que beaucoup de gens n'ont pas adhéré à la vaccination. En plus de ça, nous avons reçu le vaccin du mécanisme COVAX. Ce qui est évident, c'est qu'avec les demandes du monde entier, le mécanisme COVAX ne pouvait pas donner des vaccins partout de manière à une grande quantité. On a reçu des petites quantités, on a commencé au mois de mai, juste un mois après, nous étions en rupture. Ça créait aussi un deuxième problème. Le troisième problème, je venais de le dire, dans ce moment de digital, beaucoup de gens recevaient des fausses informations. Et comme vous le savez, avec les Android, les gens ont perdu même des notions de cartésien. Vous recevez les informations sans évidence, sans analyser, et vous partagez. Et ces informations ont créé des ennuis. Au moment où on n'avait pas encore mis en place un système de blogueurs pour répondre à toutes ces infodémies, voilà la raison qui a fait que beaucoup de gens ont eu toutes ces fausses informations et la vaccination ne faisait qu'avoir des difficultés liées à l'hésitation. Et voilà, ça nous a rattrapés, ce qui fait qu'on n'a pas atteint les couvertures escomptées. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train d'environner 100 000 personnes vaccinées sur les 449 attendus. Donc, il y a quand même des gens qui ont compris. Donc, nous sommes autour de 15%, de 17% par rapport aux vaccinés. Donc, il y a encore un grand effort à faire, puisque nous devrons atteindre au moins une couverture de 60 à 70%, ce qui représente un chiffre très avancé, puisque au fur et à mesure que nous vaccinons, nous avons le plan national d'accélération pour permettre d'ici 3 ans
d'atteindre l'ensemble de la population. Voilà, et nous avons fait des campagnes et aujourd'hui, on est en mode routine et au mois de mai, nous allons faire encore des campagnes pour voir si on va rattraper. Donc, tous les trimestres, nous aurons au moins une campagne de masse avec beaucoup plus de moyens sur la sensibilisation pour atteindre un grand nombre de la population. Donc, on a vraiment un problème lié à l'hésitation à la vaccination suite à des fausses informations qui viennent pour la plupart de l'Occident. Puisque vous savez, la théorie des complots, avec ce qui se passe, il y a beaucoup de conspirationnistes qui sont en train de véhiculer des fausses informations sans soubassement scientifique ni évidence scientifique. Voilà ce que je peux donner comme réponse à la préoccupation. Parfait, excellent. Ben, écoutez, je pense que là, vous avez fait le tour. Vous avez même plus que répondu à la question. Je vois aussi une autre question d'une autre personne dans le chat. Je pense qu'on va pouvoir avancer avec les autres présentations et on pourra revenir à la question de M. Emmanuel. Je pense que votre présentation a bien ouvert la discussion et ça fait une belle transition. Donc, merci beaucoup pour la présentation. On aura l'occasion dans la discussion de revenir sur les aspects au niveau vraiment de la vaccination et de l'état des lieux. Ça fait une belle transition, je pense. Vous avez parlé justement des fausses informations, de la désinformation, du manque d'information des populations ou de leurs préoccupations, tout simplement. Donc, ça fait une belle transition, je pense, avec notre prochain invité, Sikouba, qui va peut-être plus nous parler justement des questions de quelles pratiques journalistiques peuvent être mises en place, notamment en termes de fact-checking. Donc, je laisse Pascaline, s'il te plaît, si tu peux faire la présentation de M. Sikouba avant qu'il prenne la parole. Ton micro est coupé, Pascaline. Je disais tantôt que le deuxième intervenant, c'est M. Sikouba. Il est journaliste en santé et information, cofondateur du site de fact-checking lesjalons.com. Il est à Bamako, au Mali. Bienvenue, Sikouba. Merci. Bienvenue à tous les participants à cette réunion. D'abord, je remercie Internews pour cette opportunité donnée au site Les Jalons de partager son petite expérience dans la vérification des faits. Ce dialogue va nous permettre d'échanger un peu avec certains de nos collègues et autres acteurs de la santé, la vérification de certaines informations qui nous parvenaient pendant au moment fort même de la COVID-19. Diapo. Comme vous le savez, la COVID-19 a été au cœur de l'information mondiale et au regard de ses enjeux humains et économiques. Et ainsi, pendant 2 ans, les journalistes se sont intéressés à cette actualité. Il y a de moins en moins d'attention sur la pandémie à cause notamment de la faible fréquence des cas de contamination selon les contextes. On ne doit pas perdre de vue également sur le défi de la réussite de la vaccination boudée par certains, notamment mon pays, au Mali, où, comme le docteur vient de signaler, il n'y a pas un fort engouement de la population à aller se vacciner contre la COVID. Qu'est-ce que le site Les Jalons faisait et continue de le faire? Vous savez, à un moment donné, on a créé ce qu'on appelle un système de veille. Tous les jours, on va sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, dans les médias traditionnels et dans la messagerie WhatsApp pour recenser les informations que nous considérons des informations douteuses. Ces informations sont ensuite analysées puis fact-checker si c'est nécessaire. Pourquoi fact-checker si nécessaire? Parce que dans ce que nous faisons comme travail de vérification, il y a aussi des catégories d'informations à privilégier. Est-ce que cette information qui constitue une fausse information a un intérêt national ou n'a pas d'intérêt national?
tout ce qui est en lien avec la COVID, on le supposait, avait un intérêt national. Donc, tous ces sujets, on les a vérifiés, on les a emmagasinés d'abord, analysés et puis vérifiés. Donc, ce qui consiste à faire ce qu'on appelle un traitement. Donc, dans notre travail de veille, on recevait d'abord des messages vidéo, ça peut être des images, ça peut être des messages audio, diapo suivant. Imaginez, vous voyez comme exemple, il y a cette information qui a circulé pendant longtemps au Mali, c'est une photo accompagnée d'un message vocal dans lequel on explique ou on insiste la population malienne à s'en prendre aux médecins qui sont en train de vacciner des enfants maliens et qui, à la suite, sont en train de tomber malades ou qui sont en train de s'évanouir. L'image montre un enfant qui est sous perfusion et à même le sol, à côté de lui, se tient un médecin qui est en train de lui porter assistance. Donc, ce message a beaucoup circulé dans la messagerie WhatsApp, également sur Facebook. Ce que nous faisons au site Les Jalons, on prend l'image, on fait ce qu'on appelle une recherche inversée. La recherche inversée consiste à ramener sur l'histoire réelle de la photo qui est en train d'être relayée sur Facebook, WhatsApp, sur Twitter. Donc, cette image, on l'a mis dans Google Images, qui est un outil de vérification d'images. Donc, Google Images nous a renvoyé à l'histoire, souvent à la photo originale de cette image, qui nous montre qu'au lieu de dire que cette image a été prise à Bamako, dans un hôpital malien, mais c'est plutôt en Guinée, et l'image a été prise en mars 2020, au moment où on n'était même pas dans le cadre de la vaccination, parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas de vaccin qui a été homologué ou approuvé par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, ça a été un message attribué à une fausse information qui a longtemps circulé. Et conséquence, juste après ce message qui a circulé accompagné de cette image, il y a 2 vétérinaires qui ont failli être tués dans une commune de 10 km de la capitale malienne par des gens révoltés contre les médecins, parce que dans le message, on disait, si vous voyez un médecin en train de vacciner vos enfants, prenez-les, tuez-les, parce qu'ils sont en train d'inoculer un faux médicament aux enfants pour limiter leur fertilité ou les tuer après. Donc, voilà un peu ce que nous avons fait dans ce cadre-là. On fait ce qu'on appelle une recherche inversée à travers Google Images ou d'autres outils qu'on appelle Yandex ou Tinai pour remonter sur l'origine de la photo dont nous disposons. Diapo. Au-delà des images, Diapo, au-delà des images, il y a ce qu'on appelle des propos qui ont été attribués à certaines personnalités ou à certaines organisations. On se rappelle qu'au moment fort du variant Delta, il y a une note qui a circulé également sur Twitter et Facebook pour dire que le Mali a enregistré son premier cas de variant Delta et insistait, demandait dans le message, on demandait aux Maliens de prendre la plus grande précaution pour éviter la contamination au Delta, au variant Delta, qui était à l'époque, entre guillemets, le variant qui faisait le plus peur au moment donné. Donc, ça a créé ce qu'on appelle une psychose au sein de la société. Mais cette fois-ci, les outils dont je viens de dire, Google Images, Yandex, ne nous permettent pas de vérifier ce genre d'informations. En ce moment, il faut aller au-delà des outils, mais faire ce qu'on appelle des appels avec des sources, notamment au niveau du ministère de la Santé, au niveau de l'OMS, du bureau de l'OMS Mali, pour vérifier de telles informations. Ça veut dire que tout ce qu'on peut vérifier ne peut pas être lié aux outils, mais aussi les journalistes être dans une dynamique d'approche avec les sources. C'est là aussi important parce que les outils ont leurs limites, mais quant au contact humain, on peut aussi avoir beaucoup de choses pour démentir ou infirmer une information. Et de nos enquêtes, il s'est avéré que c'était une fausse note. D'abord, la note ne venait pas de l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi dans l'approche de la communication, c'était d'abord le ministère de la Santé qui devrait communiquer sur le cas variant si c'était avéré,
et non le ministère non l'Organisation mondiale de la santé. Diapo suivant. Autre information aussi qu'on ne peut pas détecter à travers ce qu'on appelle les outils de vérification, Google Images, Yandex, Tinei, etc. Il y a aussi des petites vidéos trompeuses avec des messages détournés de la réalité par certains opposés à la vaccination. Comme vous voyez ici dans cet exemple, il y a une vidéo où on voit un individu qui prétend démontrer que le vaccin contre la COVID-19 contient des substances magnétiques. Là aussi, on ne va pas démentir cette information avec un outil de recherche parce que d'abord, l'image est authentique. Maintenant, est-ce que ce qui est dit dans la vidéo est réel? Est-ce que c'est vrai? En ce moment, nous avons besoin de l'intervention des spécialistes. Des spécialistes au niveau de l'OMS, au niveau du comité scientifique, parce que dans chaque pays, il y a eu des commissions ou des comités scientifiques qui ont été mis en place pour répondre à certaines questions et aussi à certaines préoccupations, soit venant de la population ou venant des médias. Donc, à travers ces sources-là, on a pu démontrer que ce qui est dit dans cette vidéo, elle est fausse. Maintenant, autre chose qui est importante, le journaliste aussi, comme on a dit, doit aller au-delà de ce qui est dit, mais aussi aller et fouiller. Nous avons cherché à avoir ce qu'on appelle la composition d'un certain nombre de vaccins qui ont été homologués par l'Organisation mondiale de la santé et voir ce qu'on appelle le nombre, la quantité de substances, de produits qui peuvent contenir de substances magnétiques et comparer à ce qui nous avait été dit. Donc, à travers ces recherches, on a pu comprendre que la COVID-19, les vaccins contre la COVID-19 ne contiennent pas des substances magnétiques aussi élevées qui peut maintenir, par exemple, un téléphone au corps d'un être humain ou un autre appareil comme une cuillère, etc. Diapo. Donc, nous c'est que dans notre travail, on était buté au début à un certain nombre de problèmes. L'accès aux sources, l'accès aux experts, ça a été un sérieux problème. Un sérieux problème parce qu'au début de cette pandémie, ce qu'on appelle, entre guillemets, les experts, les spécialistes n'avaient pas suffisamment d'informations sur cette maladie. Donc, il y avait beaucoup de résistance pour certains d'intervenir et donner leur point de vue par rapport à la pandémie. Ils étaient souvent obligés de nous renvoyer à leur hiérarchie pour avoir leur aval afin qu'ils puissent se prononcer sur les différentes thématiques. Mais on a eu la chance de surmonter à ces difficultés grâce à ce qu'on appelle à notre ténacité, à la rigueur, à l'insistance et surtout au sérieux dans le traitement de l'information. Parce que quand un spécialiste te parle, qui te donne des informations, si vous travaillez, si vous mettez en valeur ce qu'il vous donne comme substance de l'information, ça l'encourage une prochaine fois de vous donner des informations. En ce moment, il saura que ce qu'il va vous donner ne sera pas biaisé ou ne donnera pas un contre-effet. Donc, c'est pourquoi on a dit, c'est pourquoi on conseille toujours à nos confrères journalistes de tenir compte des aspects de rigueur, d'insistance et beaucoup de sérieux dans le traitement de l'information. Il ne suffit pas d'avoir une information, mais il suffit de mettre du sérieux, de la rigueur pour que l'information produise l'effet escompté. Si l'information balancée, l'information donnée ne donne pas l'effet escompté, en ce moment, il y a un problème. C'est pourquoi on insiste beaucoup sur ces principes. Diapo suivant. Comme approche, meilleure pratique journalistique, dans le contexte, il y a des choses à éviter, il y a des choses à faire dans les situations très délicates comme le cas de la COVID-19. D'abord, on a dit qu'il faut choisir un sujet d'intérêt national. Ça, c'est un principe basique. Traiter les sujets qui parlent des contraintes de la population. On le vit toujours. Il y a certains qui sont réticents, il y a certains qui ne veulent pas se faire vacciner parce qu'il y a des effets secondaires. On entend par-ci, ça crée, ça amène là, ça tue après. C'est un moyen pour les Occidentaux
de nous contrôler, c'est un moyen pour limiter le taux de fécondalité en Afrique, parce que l'Afrique serait l'avenir du monde, etc., etc. Donc, il faudrait que le journaliste qui traite ces sujets essaye d'aborder ces thématiques et de les résoudre. Cela est important. Parce que important, il faut que aussi les journalistes parviennent à faire ce qu'on appelle de mesurer le pour et le contre de la vaccination en termes d'effet. Est-ce qu'il faut avoir une vertige pendant 2 ou 3 minutes et être guéri d'une maladie, ou il faut rester sans être vacciné, exposer la santé des autres, sinon la vie des autres, et exposer ta propre vie. Donc, ce sont les travaux que les journalistes peuvent faire au quotidien dans le traitement de leur information. Donc, il y a aussi traiter des sujets qui abordent les enjeux de la vaccination, comme je viens de le dire, faire revivre l'expérience, le souvenir des personnes vaccinées ou guéries de la COVID-19. À ce niveau, à un moment donné, au Mali, on dit que telle personne est tombée malade de la COVID, mais on ne voit pas les personnes qui sont guéries de cette maladie, de cette pandémie. Nous, on a pris une initiative, je crois même à travers un soutien de Internews. On est allé voir un patient guéri de la COVID-19. En ce moment, il nous donne son expérience vécue dans les centres de traitement et après sa sortie du centre de traitement. Donc, ce travail de reportage aussi peut rentrer dans le cadre de fact-checking, parce que l'information donnée par la personne guérie de la pandémie de la COVID-19 contribue à influencer sur certaines rumeurs qui circulent sur les cas des patients qui ne sont jamais, entre guillemets, guéris de la pandémie, parce qu'ils pensent que derrière toute cette histoire, il y a un complot. Diapo. Donc, le journaliste, dans son traitement, quand il s'approche, quand il est en contact avec les personnes pour traiter un sujet en lien avec la COVID ou d'autres questions de santé d'urgence, le journaliste doit mettre à l'aise son interlocuteur. Il doit donner le temps de l'écouter. Il doit éviter d'aborder les grandes théories et débats sur la COVID et les vaccins. Parce que vous savez, à un moment donné, c'était vraiment la théorie du pour, de contre. Il y a eu tellement de théories autour de cette pandémie. Donc, quand vous exposez toutes ces théories à quelqu'un qui est déjà préoccupé, je vous assure qu'il ne sera pas à l'aise et il sera davantage préoccupé par rapport à la situation. Donc, c'est pourquoi il faut éviter, épargner ton interlocuteur de toutes ces théories, mais vraiment, allez-y à l'essentiel, prendre en compte ses préoccupations et ses besoins au cours des échanges. On ne doit pas juger, encore moins imposer les changements, parce que les gens ont besoin d'être rassurés avant de choisir. Quand vous faites votre travail, il appartient à votre sujet, à votre interlocuteur et aux autres qui vous lisent ou qui vous écoutent de faire les choix. Mais un journaliste n'est pas un juge qui impose. Un journaliste n'est pas un gendarme qui sanctionne. Mais un journaliste, c'est quelqu'un qui éclaire. Et quand vous éclairez les gens, ils sont en mesure de faire leur propre choix. Justement, oui. Sikou, je rebondis sur ce que vous venez de dire et l'ensemble de la présentation, hein, je pense qui pose, qui rappelle certains principes et certaines pratiques très justes, hein, et qui peuvent être très intéressantes pour nos consoeurs et collègues et confrères qui écoutent. J'aurais une question, commentaire justement, surtout au niveau des sources de vérification. Je sais qu'on est souvent amené, et puis la pandémie, il y a beaucoup de chiffres qui sont publiés, il y a beaucoup de données chiffrées qui ne sont pas forcément compréhensibles pour tout le monde, justement. Donc, comment vous faites, vous, au niveau de votre travail de vérification des sources, de vérification des chiffres, comment vous faites pour transformer un peu toute cette information un peu scientifique, justement, pour le transformer en quelque chose de plus accessible pour vos lecteurs, pour vos audiences, et quels conseils pratiques vous pourriez donner aux auditeurs, aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, justement pour rendre plus accessible, vulgariser l'information scientifique pour rendre plus accessible et donc
que les gens puissent comprendre l'information qui est passée. Ok, merci pour la question, Christophe. D'abord, il faut comprendre une chose. Quand vous avez des données scientifiques en termes de chiffres, ce que nous faisons, c'est vraiment toujours être près des experts, des scientifiques pour nous développer les chiffres. Je prends un exemple. On peut me dire qu'à Bamako, c'est un cas, c'est un exemple que je prends comme ça, mais c'est juste pour me faire comprendre. On me dit que c'est 2% de la population malienne qui a été vaccinée, 2% de la population. Maintenant, 2% de la population correspond à combien de Maliens? On dit 2%, ça correspond à 2 millions par an de Maliens. Et on sait qu'à Bamako, la population malienne fait bientôt près de 3 millions d'habitants. Donc, pour bien expliquer ce chiffre de plus de 2 millions ou de 2% de la population, donc, moi, je préfère que dire que presque si on prend ce chiffre, c'est comme si Bamako tout entier est aujourd'hui vacciné. En ce moment, la vision est beaucoup, on a une vision d'ensemble de ce qui est fait. Maintenant, quand on donne un chiffre et que les gens ne maîtrisent pas d'abord la population active et maintenant les 2% représentent combien? Le nombre, donc, ce que nous faisons, donc on demande aux gens de nous expliquer en fonction de la population malienne, 2%, ça fait combien? Si ça fait 2 millions, on dit, bon, c'est comme si presque c'est tout Bamako qui est vacciné contre la COVID-19 parce que Bamako, c'est près de 3 millions d'habitants, je crois bien, si je me réfère aux chiffres officiels. Voilà, Christophe, ce que je peux dire. Parce qu'en réalité, c'est très difficile pour un journaliste de santé d'interpréter les chiffres sans souvent l'appui ou le conseil des experts qui peut nous aider à nous éclairer sur certains points. Et nous les faisons en fonction souvent de la population d'une localité ou d'une ville pour que ça soit bien compris. Parfait. Excellent. Merci Sikou pour ces éclairages. Je pense que ça donne une bonne idée du travail qui peut être accompli, surtout en vérification de faits. Ça fait aussi une belle transition pour notre prochain invité, Dr Narcisse Bissimois. Je vois qu'il y a des questions dans le chat. Je ne vous oublie pas, on va y revenir dans un instant. Pascaline, tu voulais apporter une précision? Oui, je voulais toucher la question rebondir sur votre question pour toucher la question des retours d'informations. Si on a déjà fait la vérification des faits, on constate que c'est une fausse information. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y ait retour d'une vraie information au niveau de la communauté? Puisqu'il faut donner une bonne information au niveau de la communauté. C'est ça l'objectif. Merci. Avant de passer au prochain intervenant, je voudrais juste ajouter, comme elle vient de souligner, à chaque fois on fait ce qu'on appelle ce travail, on fait un retour de l'information pour donner la bonne information de ce qui a été dit précédemment qui était fausse. Donc, on fait toujours un retour et pour cela, on a des groupes WhatsApp dans lesquels on partage les informations sur WhatsApp, sur Facebook, sur Twitter, également sur notre propre site. Et également, de temps en autre, il y a certains médias aussi qui prennent nos informations vérifiées et pour sensibiliser également la communauté. Donc, on fait toujours un retour quand on vérifie les informations. Merci. Merci Sikouba pour la précision. Je vois que le docteur Hans, vous vouliez apporter un commentaire? Effectivement, chez nous, on traverse la même situation. Ici, il s'agit d'inviter, puisqu'on a des réseaux de journalistes, de blogueurs, on les invite, on fait le point de presse, on donne les vraies informations et à leur tour, ils s'en occupent. Et avec l'appui de l'Internews, bien sûr. L'Internews a aussi un autre groupe où il fait des campagnes digitales où on reçoit les questions.
et on répond aussi à travers ces campagnes digitales pour que les gens soient informés. C'est un peu plus ces stratégies qu'on utilise ici chez nous et ça donne déjà de bons résultats. D'accord, merci, merci Dr Hans pour effectivement ces éléments. Je pense sans plus tarder, parce qu'on risque de manquer de temps, je vais laisser Pascaline présenter notre prochain invité, le Dr Bissimois, justement qui, sans reprendre un peu tout ce qui a été dit, mais justement qui va nous raconter un peu à travers ses expériences en tant que médecin et correspondant pour les médias, hein, comment il raconte des histoires justement qui permettent de favoriser donc l'engagement, la mobilisation des communautés. Donc je laisse Pascaline pour la présentation donc, de notre prochain invité. Ton micro est coupé, Pascaline. Merci Christophe. Notre prochain invité, c'est le docteur Narcisse Bissimois. Il est médecin clinicien, consultant en communication médicale. Il va nous parler de la communication de proximité basée sur la confiance. C'est surtout, ça va s'orienter dans le cas de l'engagement communautaire, dans le cas de l'engagement sur la vaccination. Merci, bienvenue docteur. Merci beaucoup. Le son passe bien? Oui, on vous entend bien, monsieur Narcisse Bissimois. Merci beaucoup. Je remercie encore Internews de m'avoir associé à ce débat, un débat qui est très important. Je choisis d'intituler ma présentation une communication de proximité basée sur la confiance. Bien sûr, vous allez découvrir au fur et à mesure de quoi ça veut dire. Dia suivante. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Au fait, l'épidémie d'Ebola ici chez nous et la récente pandémie à COVID-19 nous a permis, en tant que médecins cliniciens, de comprendre la place d'une bonne communication dans la lutte contre les maladies. La communication, ici chez nous, la communication sur la COVID et particulièrement sur les vaccins, c'est parmi les défis majeurs auxquels tout le monde est confronté dans notre milieu, dans la lutte et la réponse contre cette maladie. Dia suivante. Oui, ici chez nous, au fait, et partout en Afrique, on parle actuellement des hésitations vaccinales et souvent de refus. Et ces comportements que nous voyons dans la population sont parfois liés soit à l'information reçue, qui est soit incomplète ou fausse, ou carrément, on a constaté aussi qu'il y a quelque part manque d'informations. Mais aussi, il y a plusieurs défis par rapport à la vaccination COVID. Ce n'est pas seulement l'information, ce n'est pas seulement la communication. Il y a plusieurs défis par rapport aux pays africains. Il y a des défis liés à l'accès aussi au vaccin. Il y a les défis liés à la disponibilité. Donc, il y a d'autres défis. Mais nous allons plus insister ici sur la communication parce que ça constitue aujourd'hui dans notre milieu un défi majeur. Dia suivante. Suivante, s'il vous plaît. Au fait, qu'est-ce qui nous a poussé en tant que médecin clinicien de nous rapprocher des médias? Au fait, pendant cette pandémie à coronavirus, il y a eu plusieurs acteurs dans la communication et il y a eu les scientifiques qui étaient sur terrain et qui transmettaient des données scientifiques aux médias. Le média était vraiment au centre. Les scientifiques qui transmettaient les données scientifiques aux médias et nous, cliniciens, qui étions en contact direct avec les malades, on transmettait auprès de l'administration de la santé et l'administration de la santé qui transmettait auprès de décideurs et les gens de l'administration de la santé étaient en contact permanent avec les médias, mais aussi il y avait peu de médecins qui étaient en contact avec le média et parfois l'information qui était donnée par les scientifiques était mal donnée. Mal donnée comment? C'était une information qui était surtout basée sur les théories comme
mes prédécesseurs l'ont dit, et des communications qui étaient basées sur les chiffres, ce qui faisait à ce que les populations, la communauté qui est consommatrice de l'information puisse se retrouver dans des confusions, alors qu'il y avait d'autres sources d'informations plus accessibles et d'ailleurs plus interactives que l'information qui était transmise au niveau des médias classiques. Aujourd'hui, avec le développement de nouvelles technologies, les réseaux sociaux, la communauté accédait à l'information, une information soit qui était incomplète et une autre information soit qui était toutefois contraire à ce qui est réel, des fausses informations, des fake news. Alors, l'information qui était donnée par les scientifiques qui était censée rassurer la population, c'était une information qui n'était pas digestible par le petit citoyen, en fait. Il y avait aussi les décideurs, les politiciens qui définissaient les stratégies, qui définissaient les politiques de riposte et qui, parfois, prenaient des décisions qui n'avaient aucune base et des décisions qui ressemblaient à un mimétisme, en fait, par rapport à ce qui s'est fait ailleurs. Les décisions qui étaient prises ne s'adaptaient pas quelquefois au contexte social, culturel ou économique de notre milieu. Et cela a fait qu'il y ait perte de cette confiance au niveau de la population. Cette population qui s'est confiée maintenant aux fausses informations. Par exemple, nous, cliniciens, on a eu un problème il y a un moment où la population, il y a une information qui a circulé que les médecins sont complices. Ils sont en train d'injecter un produit qui tue le malade pour augmenter le nombre de décès COVID. Et cela nous a perturbés parce que la population a fui le niveau hospitalier, le milieu hospitalier, et il s'est confié aux herboristes, il s'est confié à d'autres charlatans qui ont rendu difficile la riposte parce que les cas que nous recevions, c'était déjà des cas graves, parfois qui nécessitaient l'oxygénation. Donc, le malade venait alors qu'il a déjà essayé beaucoup d'autres choses. Il a déjà essayé des remèdes miracles qui étaient proposés ici et là. Et il nous venait déjà à un stade avancé, mais aussi par rapport aux rumeurs, dia suivante. Suivante, s'il vous plaît. Oui, oh, oui, oui. Donc, il y a ces rumeurs qui ont circulé, qui nous ont rendu vraiment la vie difficile et la confiance a été perdue des hôpitaux modernes et les gens se sont retournés vers ceux qui donnaient des informations ici et là, qu'ils ont des remèdes miracles. Et il fallait réellement que cette confiance puisse être retrouvée encore. Suivante. Oui, j'en ai déjà parlé. Il y a eu, donc, tout ce qui a été comme erreur de communication commis par nous, scientifiques, et par les politiciens, ont eu des conséquences sur les comportements de la communauté, les comportements des patients, qui ont parfois banalisé la maladie. Il y a eu réticence. Et ce que nous sommes en train de décrire aujourd'hui, cette hésitation vaccinale, ça provient de ces erreurs de communication qui ont été commises et peut-être qui continuent à être commises. Alors, quel a été mon rôle en tant que médecin? Mon rôle était de me rapprocher des médias. La suivante. Suivante, s'il vous plaît. Je me suis rapproché des médias locaux pour essayer un peu de travailler avec eux, corriger les choses, développer une communication accessible. Il y a des médias locaux, par exemple, qui ont bénéficié du projet Afiamani Grand Lac d'Internews. Je parle de la primaire RDC.info. J'ai développé des articles et des tribunes parfois avec eux concernant la maladie à COVID-19. Et aujourd'hui, on continue à le faire concernant la communication des risques sur les vaccins. Il y a Mama Radio qui m'invite souvent pour essayer de clarifier les termes scientifiques en termes accessibles. Et cela a eu de retombées positives, pas seulement sur nous qui sommes praticiens, je vais parler de mon cas, mais aussi sur les médias. Nous avons aussi investi
les réseaux sociaux, donc pour essayer de corriger les informations qui sont là-bas. Donc, s'il y a un flux des fausses informations, nous avons aussi voulu, en tant que médecin, en tant que scientifique, proposer un flux de vraies informations pour essayer un peu de riposter contre cela. Et suivant. Il y a eu un impact qui a été positif parce que là, on a un feedback communautaire. Quand un médecin, un spécialiste intervient sur un sujet précis, il y a la communauté qui pose des questions et qui va recevoir des réponses fiables. Quand il y a un article, il y a la communauté qui va, les lecteurs qui vont poser des questions et j'y reviens pour essayer de répondre, pour essayer de clarifier. Et cela a contribué en quelque sorte dans le renforcement de la confiance dans les médias parce qu'il n'y avait pas, cette confiance était en train de se perdre petit à petit. Il y a même des médias qu'on accusait d'être des médias complices, mais cette confiance, quand il y a un spécialiste que vous connaissez, qui est du milieu et qui parle d'un problème en des termes clairs, en des termes accessibles que tout le monde écoute, cela renforce la confiance dans ces médias. Il y a des gens qui revenaient, qui suivaient, qui disaient « je vais regarder chez la prunelle, là il y a quand même de l'information digestive en matière, tel autre médecin que je connais qui est du milieu, qui va expliquer en des termes clairs, je vais poser des questions et j'aurai des réponses. » Au fait, ce que je recommande aux médias, mais aussi aux médecins, et d'ouvrir le débat. On ne sent pas ce débat sur la vaccination COVID-19 être ouverte dans la communauté, mais aussi y associer, c'est ça la communication maintenant de proximité, on doit y associer des personnes connues dans la communauté, des leaders d'opinion. Ne pas laisser seulement cette communication aux scientifiques et aux politiciens, mais associer des personnes capables d'influencer et qui en parlent, qui racontent leurs histoires par rapport à la vaccination, qui sont là pour contraindre la fausse information et qui donnent l'information à la communauté. Mais aussi, il faut développer plus de messages sur les avantages de la vaccination et être toujours prêt à riposter contre l'infodémie. Il faut intensifier des activités hors plateau. Ce n'est pas seulement au niveau des radios. Il y a des tribunes d'expression populaire, par exemple, qui peuvent être organisées hors plateau, permettre à ce que la population puisse s'exprimer en présence des personnes capables de donner des réponses fiables. Et cela va consolider encore plus cette confiance dans les médias et cela va consolider encore cette confiance dans l'information qui sera reçue. Il faut aussi, il y a chez nous un cadre d'échange permanent qui est déjà mis en place, qui regroupe les médias locaux et la division provinciale de la santé, donc le programme élargi de la vaccination. Ils ont des séances presque chaque semaine pour checker les informations sur le média, voir les comportements de la communauté, les feedbacks de la communauté et essayer de riposter à la fausse information. Il faut consolider ces structures des collaborations et cela va permettre à ce que l'information puisse inspirer confiance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Bissimois, pour ce partage d'expérience très, très intéressant, je crois. Vous avez abordé beaucoup de sujets, notamment avec au cœur la confiance, le lien de confiance avec les communautés. J'aurais peut-être un petit commentaire avant d'ouvrir très rapidement la séance de questions. Il y a 3 questions de public que j'aimerais poser à l'ensemble des invités. Mais tout d'abord, pour vous, Dr Bissimois, justement, par rapport à votre expérience concrète de correspondant, est-ce que vous pensez justement que le fait, à travers des histoires, de mettre un peu l'humain au cœur des histoires, de raconter, de faire des témoignages, de raconter des histoires de gens comme vous et moi, comme des gens dans la communauté, est-ce que c'est une façon aussi journalistique d'aborder des sujets et puis d'essayer de rapprocher un peu l'idée de la maladie, puis l'idée de la pandémie, et puis le rapprocher un peu plus des communautés pour qu'il y ait une meilleure compréhension, un meilleur engagement? Est-ce que ce côté plus humain de la pandémie est important dans la façon de traiter l'information?
Oui, oui, c'est côté humain est très important dans le traitement de l'information et d'ailleurs dans le renforcement de la confiance. On a eu des gens qui disaient, mais on parle de la pandémie, on n'a jamais vu des personnes malades, où sont ces personnes malades? Donc les gens, au début de la pandémie, voulaient réellement savoir comment sont ces personnes qui sont malades et ceux qui sont guéris, c'était comment? Donc les gens veulent voir cette expérience de l'autre. Et cela permet en plus de comprendre parce que vous comprenez de ce que l'autre a traversé, vous comprenez d'une expérience vivante. Cela permet de passer un peu plus un message clair, un message aussi accessible parce que c'est une expérience vécue et ça peut renforcer la confiance dans la communication quand ce sont des personnes connues qui ont traversé ces situations et qui les racontent à la communauté. En fait, c'est aussi très important dans la communication sur la vaccination et sur la maladie. Parfait. Donc, nous arrivons, nous sommes presque à la fin de dialogue média. Peut-être je vous demanderai peut-être un 5 minutes juste pour répondre aux 3 questions que nous avons. Je les adresse à l'ensemble des invités. Donc, j'ai une question. Attendez, je vais juste la lire. Donc, question d'Emmanuel qui demande comment sensibiliser les gens sur les risques de la COVID-19, sur les respects des mesures barrières et ensuite les amener à se faire vacciner. Donc, ça, c'est une première question. Ensuite, j'ai une deuxième question qui parle on constate la légèreté justement dans les mesures de protection à tous les niveaux. Quelle en serait la cause? Et j'ai une troisième question qu'on avait reçue avant l'événement qui demandait s'il y avait un lien entre la COVID-19 et si on pouvait faire un lien entre la COVID-19 et la transhumance. Est-ce qu'il y a des cas qui ont été signalés dans les différents pays de la sous-région? Donc, j'ai un peu ces 3 questions. Je les adresse à vous 3. On a déjà commencé à répondre à travers l'ensemble du dialogue, mais je vous laisse peut-être, Monsieur Dr. Hans, si vous voulez commencer apporter une petite réponse rapide. On pourra passer la parole ensuite à Sikouba et au Dr. Nassis Bissimo. Merci beaucoup, Massamba. La question est vraiment pertinente. Vous savez, les mesures barrières, c'est très bien, mais ça demande beaucoup de contraintes. Il faut avoir des cache-nez, il faut avoir des gels, il faut la distanciation. Nous sommes africains, on aime bien s'embrasser. Le petit peuple qui vit autour du jour n'ont pas le temps vraiment de respecter ça. Et pour faire confiance à la population, c'est ici chez nous, dans notre province, nous avons utilisé ce que nous appelons les relais scientifiques. Les professeurs d'université, de médecins, on les a impliqués pour renforcer la sensibilisation. En plus de ça, il y a un groupe de guéris d'Ebola, de Covid aussi. Et ces guéris de Covid nous ont aidés également pour intensifier cette sensibilisation. Mais pour des maladies infectieuses, c'est compliqué puisqu'on croit quand on a un membre de famille ou un ami qui a fait la maladie. Et enfin, ce qui est aussi vrai, c'est que les infodémies, effectivement, avec les groupes de bloqueurs, avec tous ces gens-là, on a essayé un peu de faire quelque chose et ça donnait toujours des résultats. Mais l'appropriation aussi politique. Nous sommes à l'Est, il y a l'insécurité. Au début, ce sont les politiciens qui se sont accaparés la sensibilisation Covid, dont il n'y avait plus de confiance envers la population. Et tout ça, ça a créé des ennuis. Mais pour le moment, en tout cas, on est en train de refaire les choses et les gens de plus en plus sont en train de comprendre et ils s'approprient ces interventions. Voilà ce que je voulais ajouter comme aspect pour donner la confiance à la population. Merci, Dr. Hans. Dr. Bissimo, une réaction par rapport à ces 3 questions? Oui, c'est par rapport au... Oui, oui, ma réaction, oui, le micro passe. Ma réaction, c'est par rapport aux mesures... Oui, on vous entend, oui. C'est par rapport aussi aux mesures barrières, en fait, les mesures qui sont prises pour lutter contre la COVID. Il faut prendre compte du contexte. Ça aussi, ça a été vraiment un problème ici chez nous. Les contextes, vous avez parlé, il y a d'autres maladies ici et les gens ne voient pas vraiment la menace
Covid par rapport à eux. Et il y a une autre définition de la maladie en Afrique. La maladie, c'est lorsque déjà on est incapable de marcher, incapable de travailler. Donc, il faut prendre compte de ces contextes-là, les contextes socioculturels, pour essayer de développer une communication qui s'adapte à ces contextes, démontrer quand même les avantages et les conséquences. Les avantages, si on se vaccine, quels en sont les avantages? Parce que les gens ici croient que la COVID ne représente pas une menace, alors que c'est une menace réelle, pas seulement pour les pays et pour l'humanité tout entière. Et il faut vraiment tenir compte du contexte socio-économique et culturel du milieu pour définir les mesures et pour définir aussi les stratégies de communication. C'est ce que je peux ajouter par rapport à la communication des mesures et la communication des risques sur la COVID et la vaccination. Merci, Dr Bissimois. Je vois dans le chat, il y a beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires. Merci pour ça. Je vais laisser peut-être Sikouba réagir en lui posant une question qui a été posée au Dr Hans. Donc, Dr Hans pourra réagir rapidement après. Mais Sikouba, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous, en tant que journaliste, est-ce que vous travaillez, par exemple, au niveau des populations vulnérables, par exemple les personnes déplacées internes? Est-ce que vous avez des actions à travers vos médias qui pourraient cibler ces personnes-là? Et ensuite, si le Dr Hans peut expliquer un peu que faire dans les camps de déplacés en termes de mesures de protection et de proximité, ou dans le cas de déplacement de masse, très rapidement. Et ensuite, j'ai une question de Maudit. J'y reviendrai dans un instant. Donc, en premier, Sikouba, rapidement, s'il te plaît. OK. En tout cas, nous, au compte de notre site, on a profité d'une émission une fois à Ségou il y a au moins 2 camps de déplacés internes qui ont fui le conflit intercommunautaire pour s'installer dans cette région. Au cours de cette mission, on a échangé avec certains d'entre eux. Le problème qui revient le plus, on a les kits sanitaires, mais ces gens-là n'ont pas accès à l'eau. Ils n'ont pas de savon, ils n'ont pas de gel, mais le dispositif sanitaire est là. Ça pose un problème de respect de certains nombres de mesures de prévention contre la pandémie. Au-delà de cet aspect, les gens qui, à 2-3 mètres carrés, ils sont 5-6 personnes à dormir sous la même tente. Donc, en ce moment, il est très difficile de respecter les mesures barrières. Et aussi, ce genre de comportement a beaucoup suscité un certain nombre de polémiques, sinon de rumeurs, autour même de l'existence de cette maladie. Parce qu'un citoyen ou un déplacé ne comprend pas que moi, Sikouba, je suis contaminé et que il y a ma femme, mes enfants, on dort presque sur le même lit et que l'autre, ceux-ci ne sont pas contaminés. Donc, la notion de prototype de personnes asymptomatiques a été difficilement comprise par la population et même surtout les déplacés, les personnes vulnérables qui n'ont pas beaucoup adhéré à ces mesures. Même si souvent ils ont l'intention de respecter, mais les conditions ne sont pas là pour les faire. Merci, Sikouba, pour cette analyse et ce partage d'expérience. Dr Hans, rapidement, très rapidement, puisqu'on a dépassé le temps, très rapidement sur la question donc, des mesures de protection, notamment dans les sites de déplacés ou lors de déplacements de masse de population. Alors, chez nous ici, vous savez, l'Est de la RDC, c'est là où on a le plus grand nombre de camps de réfugiés. D'abord, des réfugiés externes, mais aussi on a des déplacés internes suite à l'insécurité. Nous avons fait un travail de fond avec les HCR et l'OIM et on a identifié le camp de déplacés et nous avons prépositionné des sites. Malheureusement, encore une fois, c'était l'hésitation à la vaccination. On ne s'est pas arrêté là, on a continué à renforcer la sensibilisation. Mais pour les déplacés internes qui sont dans des familles d'accueil, on montrait aussi cette importance et on les a aussi vaccinés un certain, mais on a aussi couplé cette activité à la distribution de vivres. C'est-à-dire, bien que la vaccination était involontaire, on donnait un peu plus de privilèges aux gens qui avaient des cartes de vaccination pour recevoir le vivre. Ça a donné un aspect
d'obligation, mais ça nous a aidé à vacciner aussi un grand nombre de déplacés vivant dans une situation de vulnérabilité, de précarité. On n'avait pas de choix, il fallait trouver des mécanismes pour qu'ils soient vaccinés. Le mouvement de la population, nous sommes avec l'OIM, au niveau des barrières, au niveau des frontières, au niveau des aéroports, nous sommes en train de vacciner. On a des sites qu'on a installés. D'ailleurs, parmi les meilleurs sites qui vaccinent le plus, c'était le site de la frontière, là où nous avons des frontières avec le voisin, avec la Direction générale de migration. Ils ont imposé aussi les voyageurs qui ont des cartes déjà valides, vaccinés à des doses, d'avoir plus de facilité. Donc, on a eu à mettre en place des mécanismes, mais on a encore beaucoup à faire. Voilà. Merci, Dr. Hans. Dr. Bissimois, vous voulez réagir? Oui, je voulais aussi dire que la relation médecin-malade, c'est souvent une relation construite sur la confiance. Je ne voulais pas passer sans le dire. Et que nous profitons, je voulais que le docteur Hans puisse aussi profiter de ça pour développer d'autres méthodes. Il faut profiter de cette communication, de cette relation de confiance médecin-malade pour essayer d'intensifier aussi la communication. Il faut associer les médecins dans la communication parce que cette relation médecin-malade de confiance permet aussi de convaincre beaucoup de patients à adhérer au vaccin et adhérer aux mesures barrières. C'est vraiment très important de mettre à profit cette relation aussi dans la communication des risques et la prévention de la maladie. Merci. Tout à fait, tout à fait. Et on va peut-être prendre 2 dernières questions et ensuite on va s'arrêter là pour des contraintes de temps. Il y a Maïmouna Danyoko aussi qui dit dans le chat que effectivement les forats, les caravanes sont des façons aussi qui permettent d'aller proche des communautés pour entrer en contact avec elles et partager des expériences donc, autour de la pandémie, de la vaccination. Donc, on va juste prendre les 2 dernières questions très rapidement. Donc, il y avait la main de Modi Koulibaly. Vous avez une question? Si vous voulez ouvrir votre micro. Et très rapidement, s'il vous plaît. Modi Koulibaly, vous êtes là? Donc, en attendant que la personne ouvre son micro, bienvenue Mouindo. Vous aviez une question? Si vous pouvez écrire vos questions dans le chat aussi. Sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, comme vous voyez, c'est une discussion très riche et on pourrait rester plus longtemps à en discuter. Il y aura d'autres dialogues médias dans le cadre donc, de nos activités du sous-groupe média du groupe Interagence donc, sur la communication des risques et l'engagement communautaire en Afrique de l'Ouest et centrale. Donc, restez attentifs. Nous vous enverrons les invitations prochainement. Nous avons partagé aussi dans le chat un cours, formation gratuite pour les journalistes et pour toutes les personnes qui sont en communication des risques. Une formation gratuite qui a été développée par Internews et l'Institut Saline, donc en français, donc elle est traduite en français, donc vous pouvez vous y inscrire et vous pouvez faire la formation à votre rythme. Il y a différents modules, donc ça peut être très intéressant donc, sur comment aborder le Covid, la vaccination et comment parler, faire des histoires intéressantes donc, pour les communautés. Donc, vous avez le lien dans le chat. Donc, encore une fois, Pascaline, avant de conclure, Pascaline, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais demander, il y a une question importante ici, une intervention importante. Je voulais demander au docteur Hans de partager les liens pour accéder sur les types de vaccins disponibles en RDC et les zones de santé. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Pascaline. Merci beaucoup à nos invités pour la disponibilité et les excellentes présentations d'aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir assisté donc, à ce dialogue média et à très bientôt. Merci, au revoir.